Au début du XXIe siècle, les routes australiennes résonnaient du rugissement du cuir, du chrome et d'une aura de défi. Les rebelles, le club de motards hors la loi le plus puissant du pays, régnaient en maître sur les routes par l'intimidation, la loyauté et la présence. Pourtant, les empires bâtis sur la force sont fragiles dans un monde en mutation. À travers les continents, un nouveau prédateur a émergé, la mafia albanaise, silencieuse, efficace et mondiale. Voici l'histoire de la chute d'un empire criminel emblématique, forgé au fil des décennies, non par la guerre, mais par un changement de paradigme qui a laissé les rebelles impuissants. L'empire qui régnait sur les routes. Dans l'histoire du crime organisé australien, rares sont les noms qui ont suscité autant de crainte et de puissance que celui des rebelles. Au début des années 2000, il n'était plus un simple club local, ni une sous-culture de jeunes rebelles. Ils étaient devenus un véritable empire. Les croiser dans la rue, c'était assister à une force de la nature, un cortège de motards en cuir, moteurs vrombissant comme le tonnerre, l'insigne du crâne confédéré apposé sur leurs gilets et leurs écussons, proclamant sans équivoque que ces hommes et ces femmes contrôlaient non seulement un territoire, mais aussi le respect et la peur. Leur ascension reposait sur la visibilité. Contrairement à d'autres organisations criminelles qui prospéraient dans l'ombre, les rebelles opéraient au grand jour. Leur pouvoir ne se mesurait pas à l'aune de leurs comptes en banque ou de leur influence discrète, mais à celle des kilomètres d'asphalte qu'ils contrôlaient, des locaux qu'ils fortifiaient et du spectacle impressionnant de leur rassemblement. En 2013, près d'1 millier de membres se sont retrouvés à Perth pour leur course nationale annuelle. L'ampleur de l'événement a nécessité le plus important déploiement policier depuis une visite royale. Les rues étaient bloquées, les motards vrombissaient dans les centres-villes et l'air lui-même semblait vibrer de défis. C'était une proclamation publique. Ceci était leur empire et quiconque le contesterait en subirait les conséquences. Le modèle économique des rebelles reflétait leur culture. Le contrôle territorial s'imposait par l'intimidation et, si nécessaire, par la violence. L'extorsion, le trafic local de drogue et d'armes, ainsi que les démonstrations de force publique, faisaient partie intégrante d'une stratégie soigneusement élaborée pour maintenir leur domination. Leurs repères, souvent fortifiés et ostentatoires, étaient plus que de simples habitations, ils étaient des symboles de pouvoir. Chaque emplacement marquait une revendication sur un quartier, un pâté de maison ou un tronçon d'autoroute. Les Harley-Davidson n'étaient pas de simples motos. Elles étaient les instruments d'une marque qui associait le chrome et le cuir à l'anarchie et à l'autorité. Au cœur de l'empire des rebelles se trouvait la hiérarchie et la loyauté. Contrairement aux autres groupes criminels organisés en cellules décentralisées, les rebelles étaient structurés autour d'une autorité unique, le président national. Les décisions étaient prises d'en haut et la loyauté était personnelle. Cette structure assurait la cohésion entre des dizaines de sections, même lorsque rivalité, conflits et pressions extérieures mettaient l'organisation à l'épreuve. Les membres étaient unis par une identité autant que par des serments. Porter les couleurs, c'était prêter allégeance non seulement à un club, mais aussi à un mode de vie, une vision du monde et un code d'honneur. La force des rebelles résidait dans cette unité. Pourtant, comme l'histoire l'allait démontrer, cette même structure portait en elle les germes de la fragilité. La visibilité, qui avait été leur arme la plus redoutable, était aussi leur talon d'Achille. Les forces de l'ordre pouvaient cartographier leur influence simplement en suivant les processions, en repérant les locaux et en identifiant les personnes portant les écussons. Les lois anti-association, la surveillance et les descentes de police exploitaient les symboles mêmes qui rendaient les rebelles si intimidants. Mais pendant des décennies, cette
tension entre pouvoir et vulnérabilité est restée un équilibre précaire. Les rebelles ont prospéré car le monde était incapable de contrer leur forme d'intimidation publique. Au cœur de cet empire se trouvait Alex Vela, figure emblématique des rebelles pendant plus de 40 ans. Surnommé le Faucon maltais, Vela incarnait la philosophie du club, loyauté, charisme, violence maîtrisée et autorité absolue. Né à Malte en 1953, il arriva en Australie comme jeune immigrant, armé seulement de sa détermination et de son habileté. Il exerça divers métiers, maçon, videur en boîte de nuit et ouvrier agricole, tout en développant un sens aigu de la stratégie et une brutalité sans bornes. En 1973, il accéda à la présidence nationale, poste qu'il occupa pendant 4 décennies. Sous sa direction, les rebelles n'étaient pas seulement craints, ils étaient intouchables, comme peu d'organisations criminelles l'avaient été auparavant. L'approche de Vela alliait débrouillardise et sens des affaires. L'indemnisation suite à un accident de moto lui permit de créer une entreprise d'importation de motos, amassant richesse et influence. Les locaux s'agrandirent, les sections se multiplièrent et l'empire s'étendit à travers le pays. Même lorsque les forces de l'ordre saisissaient des biens, perquisitionnaient des installations ou ciblaient des membres, les rebelles résistèrent. L'autorité personnelle de Vela permit d'apaiser les conflits, de gérer les intérêts divergents et de maintenir un équilibre fragile au sein d'une organisation tentaculaire et souvent chaotique. Les rebelles formaient un empire qui exigeait d'être vu, un royaume dont la puissance se mesurait en chevaux, en chrome et en loyauté. Leurs rues, leurs repères et leurs pistes d'atterrissage étaient des scènes où le pouvoir s'exerçait quotidiennement. Pourtant, comme l'histoire allait le démontrer, les principes mêmes qui les avaient propulsés au sommet, leur visibilité, leur recours à l'autorité personnelle et leur identité culturelle ancrée dans la force, allaient les rendre vulnérables d'une manière que le monde analogique ne pouvait anticiper. Ils étaient mal conçus pour un monde de guerre de territoire et de spectacle public. Mais le XXIe siècle introduisait un prédateur qui allait rendre leur empire obsolète sans même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Dans ce premier acte, les rebelles étaient invincibles, symbole d'une puissance analogique dans un monde numérique encore à venir. Ils étaient bruyants, fiers et omniprésents. Mais tandis qu'ils régnaient sur les routes, une autre histoire se tramait silencieusement dans l'ombre, une histoire d'efficacité, d'invisibilité et d'un modèle criminel qui allait bouleverser toutes les conceptions du pouvoir auxquelles les rebelles croyaient. La fraternité avant les affaires. Les rebelles, comme tous les clubs de motards hors la loi, n'ont pas vu le jour comme une entreprise criminelle. Ils étaient une sous-culture née de l'aliénation de l'après-guerre, d'une société encore marquée par des traumatismes visibles et invisibles. Dans les années 1950 et 1960, les motos étaient bien plus que de simples machines. Elles étaient des véhicules d'indépendance pour ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une voiture. Des symboles de rébellion pour ceux qui se sentaient différents. De ces modestes débuts a émergé une culture tribale où la loyauté, l'identité et la communauté primaient sur tout. Le premier club de hors-la-loi australien, les Gladiators, fondé en 1960, marqua les prémices de cette culture. Mais c'est en 1969, à Brisbane, que Clint Jacks fonda le club qui allait façonner le paysage criminel du pays. Les rebelles. Leur philosophie était simple, mais absolue. La fraternité était sacrée, et l'écusson sur le gilet symbolisait l'appartenance. Être un rebelle, c'était faire partie d'une fraternité qui rejetait la société conventionnelle tout en défendant un code de conduite farouchement indépendant. Cette culture imprégnait chaque aspect de leurs activités criminelles. Le contrôle du territoire n'était pas qu'une question de profit.
C'était une affirmation d'identité. Les démonstrations publiques de force, les processions bruyantes, les bagarres et les affrontements ritualisés avec les rivaux étaient autant des actes de marquage que d'intimidation. Chaque section fonctionnait comme un microcosme de l'empire plus vaste, ses membres étant unis par des rituels, des couleurs et une identité collective partagée, exigeant une loyauté absolue. Dans les rues de Perth, Rockhampton et Albany, les rebelles n'étaient pas seulement craints, ils étaient compris. Ils incarnaient une culture où l'honneur, la visibilité et l'identité se mêlaient à la violence. La culture de la visibilité était une arme à double tranchant. Elle rendait les rebelles prévisibles pour leurs ennemis, mais elle engendrait aussi cohésion, confiance et un sentiment d'invincibilité. Les membres savaient que leur force résidait non seulement dans leur domination physique, mais aussi dans leur réputation. Un seul acte de lâcheté pouvait leur coûter leur carrière. Une démonstration publique de loyauté renforçait leur position dans la hiérarchie. Ce système, bien qu'informel, régissait les comportements de centaines de membres et de dizaines de sections. Il instaurait une certaine stabilité dans un monde criminel autrement chaotique. Pourtant, sous ce vernis d'unité, la culture elle-même évoluait. Au début des années 2000, un changement générationnel s'opérait. Les jeunes recrues, souvent surnommés les motards Nike par les initiés, se souciaient moins des motos ou de la tradition. Leur attrait pour les rebelles était purement mercantile, statut, argent et opportunité. La loyauté n'était plus sacrée, elle était négociable, conditionnée par l'intérêt personnel. Ce changement fut d'abord subtil, dissimulé sous les gilets de cuir et le vrombissement des moteurs, mais avec le temps, il se révélerait corrosif. La culture même qui avait bâti l'empire des rebelles s'érodait silencieusement de l'intérieur. Malgré cette évolution interne, la structure des rebelles était redoutable. Les sections étaient organisées hiérarchiquement, mais unies par une direction centralisée. Le président national, Alex Vella, plus tard surnommé le Faucon maltais, en était la pièce maîtresse. Son autorité s'étendait sur des décennies et des distances. Il réglait les conflits, imposait la discipline et maintenait la cohésion malgré les allées et venues des membres, l'exacerbation des rivalités et les enquêtes et descentes des forces de l'ordre. Dans un monde de réseaux analogiques, le charisme et l'autorité de Vella étaient sans égal. Ce modèle de loyauté centralisée était indissociable de l'identité culturelle des rebelles. Dès leur plus jeune âge, les membres étaient socialisés pour accepter la hiérarchie comme une évidence. Le leadership était personnel, non bureaucratique, et la parole de Vella faisait loi. Les chapitres qui tentaient de le défier se retrouvaient isolés, ostracisés ou réintégrés de force. Ce modèle permettait des opérations coordonnées à travers les États, garantissant qu'aucun acte de rébellion ne passe inaperçu. C'était un système qui récompensait la conformité et punissait la trahison. Et il fonctionnait, jusqu'à ce que le monde change. Les activités criminelles des rebelles étaient le prolongement de leur culture. Extorsion, trafic de drogue et d'armes se déroulaient dans un contexte de visibilité et de réputation personnelle. Leurs locaux n'étaient pas seulement des centres névralgiques, mais aussi des symboles de pouvoir et de fierté. Chaque défilé de motards, chaque acte d'agression publique renforçait cette image d'omniprésence. Pour les rebelles, le pouvoir se mesurait à la loyauté, au vrombissement des motos et à la crainte que leurs symboles inspiraient. Affaires et identité étaient indissociables. Profit et culture étaient intimement liés. Cependant, cette importance culturelle accordée à la visibilité et à la hiérarchie a engendré des vulnérabilités. Elle a fourni aux forces de l'ordre des cibles évidentes et un plan d'infiltration. Elle a également favorisé une rigidité,
Alors que le monde du crime organisé commençait à se mondialiser, à adopter des solutions technologiques et des stratégies furtives, les rebelles sont restés un empire analogique, attaché aux traditions qui les avaient jadis rendus invincibles. À la fin des années 2000, la culture des rebelles, qui avait jadis constitué leur plus grande force, devint source d'aveuglement stratégique. La loyauté s'effritait, les générations s'affrontaient et le modèle analogique du pouvoir ne pouvait rivaliser avec la montée en puissance des réseaux criminels mondialisés et invisibles. Les fondements de leur empire, la fraternité et la visibilité, allaient bientôt être mis à l'épreuve, non pas par leurs rivaux de rue, mais par des prédateurs qui avaient compris qu'au XXIe siècle, les règles du pouvoir avaient changé. Les rebelles avaient bâti un empire aussi culturel que criminel, uni par le cuir, les rituels et un profond attachement à leur identité. Pourtant, les premiers signes de déclin étaient déjà visibles, annonçant un effondrement aussi silencieux que total. Leur fraternité, pilier de leur pouvoir, allait se heurter à un ennemi qui ignorait tout des règles de loyauté, de visibilité et de mise en scène. Dans ce choc, l'ère des empires analogiques rencontrerait les prédateurs numériques du Nouveau Monde. Le faucon maltais. Aucun empire ne survit sans roi, et pour les rebelles, ce roi était Alex Vela, alias le faucon maltais dans le milieu criminel. Né à Malte en 1953, Vela arrive en Australie dans les années 1960, jeune immigrant armé de détermination, de ténacité et d'un don pour le charme comme pour la violence. Savoir à peine lire et écrire, il enchaîne les petits boulots, maçon, videur en boîte de nuit, ouvrier agricole. Mais il possède une intelligence discrète et un instinct du pouvoir qui définiront les rebelles pendant des décennies. L'ascension de Vela fut fulgurante. En 1973, un an seulement après avoir rejoint les rebelles, il accédait à la présidence nationale, poste qu'il occuperait pendant 40 ans. Contrairement au leadership ponctuel d'autres groupes hors la loi, l'autorité de Vela était personnelle et absolue. Sa parole était loi, ses décisions incontestées et sa seule présence imposait la loyauté. Partout au pays, les sections qui auraient pu se disputer le territoire ou les profits s'en remettaient à son jugement. Dans un monde où la violence pouvait éclater à tout moment, son leadership assurait la cohésion, la stabilité et, pour l'organisation, un sentiment d'invincibilité. Vela était bien plus qu'un simple brute. C'était un stratège. Il savait que le pouvoir tenait autant de la perception que de la force. L'indemnisation reçue suite à un accident de moto lui permit de créer une entreprise d'importation de motos, générant ainsi non seulement de la richesse, mais aussi une légitimité, un rempart contre les contrôles policiers. Au fil du temps, il bâtit un empire financier parallèlement aux activités criminelles des rebelles, acquérant des propriétés, rassemblant l'une des plus belles collections de Harley-Davidson d'Australie et développant des intérêts commerciaux qui financeraient des activités aussi bien légales qu'illégales. Mais c'est sa maîtrise de la violence qui a valu à Vela sa réputation redoutable. Sur le ring, il était champion de Malte des poids mi-lourds, expert en agressivité contrôlée. Dans la rue, il alliait cette précision à l'imprévisibilité. Les gangs rivaux savaient que Vela était capable aussi bien de négociation que de brutalité et qu'il pouvait employer l'une ou l'autre avec des conséquences dévastatrices. Sous son commandement, les rebelles ont maintenu un équilibre sans précédent, une unité imposée par la loyauté, l'intimidation et l'autorité centrale d'un seul homme. Cette centralisation s'avérait toutefois être une arme à double tranchant. La force des rebelles résidait dans la cohésion et la confiance qu'inspirait Vela, mais l'Empire était aussi entièrement dépendant de lui. Contrairement aux organisations criminelles décentralisées, capables de survivre à la perte d'un chef, le modèle vertical des rebelles engendrait une vulnérabilité structurelle.
toutes les décisions, tous les conflits, tout le pouvoir convergeait vers un seul individu. Si Vela était écarté, même temporairement, l'organisation entière risquait la paralysie. Malgré la surveillance policière constante, les rebelles, sous la direction de Vela, ont fait preuve d'une résilience remarquable. Les descentes de police et les saisies de biens, comme l'opération de 1995, au cours de laquelle les autorités ont confisqué plus de 3 millions de dollars d'actifs du club, ont été contrées par des recours juridiques, des négociations et des tentatives de récupération. La longévité des rebelles s'explique par l'autorité personnelle sans égale de Vela, sa connaissance approfondie du système et son charisme magnétique. Les membres qui auraient pu quitter des clubs rivaux ou se lancer dans des projets indépendants restaient fidèles à Vela et à l'identité du club. Le style de leadership de Vela était profondément culturel. Il incarnait les valeurs des rebelles: loyauté, visibilité et force affichée publiquement. Il comprenait la puissance symbolique des couleurs du club, des défilés de Harley-Davidson et des locaux fortifiés. Chaque acte, chaque décision renforçait le mythe du club. Dans l'univers des rebelles, la perception était aussi importante que la réalité, et Vela excellait dans l'art de manipuler les deux. Cependant, son autorité personnelle engendrait aussi une dépendance fragile. En concentrant le pouvoir entre les mains d'une seule personne, les rebelles devenaient vulnérables aux forces capables de perturber ou de supprimer cette autorité. Contrairement à d'autres menaces que l'on pouvait affronter dans la rue, certains dangers étaient systémiques, invisibles ou bureaucratiques, et l'absence de Vela pouvait paralyser l'Empire tout entier. Pendant des décennies, cette faiblesse est restée théorique, dissimulée derrière le rempart de son charisme et de son expérience. Au fil des années 2000, des fissures commencèrent à apparaître. Les changements générationnels au sein du club mirent à l'épreuve l'ancienne garde, créant des tensions que Vela gérait avec une autorité royale. Les jeunes membres étaient moins motivés par l'identité et la fraternité que par le profit et les opportunités, un changement qui allait à terme fragiliser davantage l'organisation. Pourtant, à ce stade, Vela demeurait le ciment, le centre d'attraction autour duquel gravitaient les rebelles. Pour comprendre la chute des rebelles, il faut comprendre Alex Vela. Il n'était pas simplement un chef, il incarnait l'organisation elle-même. Son exil en 2014 ne signifiait pas la défaite des rebelles sur le champ de bataille, mais la disparition de la force motrice qui maintenait l'unité de tout un empire. Ce qu'il avait bâti pendant des décennies, la cohésion, l'autorité et le mythe de l'invincibilité, reposait désormais entièrement sur un seul homme. Dans l'histoire des rebelles, Vela incarne à la fois l'apogée et le paradoxe du pouvoir analogique. Capable de bâtir un empire national par la loyauté, la visibilité et la force, il se trouva pourtant confronté à un modèle même qui allait fragiliser les rebelles dans un monde criminel en pleine mutation. Sous le faucon maltais, les rebelles formaient un empire redoutable, mais aussi un empire prisonnier d'un seul destin tragique, un destin que l'histoire finirait par anéantir avec une précision chirurgicale. Une nouvelle espèce criminelle, tandis que les rebelles semaient la terreur dans les rues australiennes, une autre force émergeait discrètement, presque imperceptiblement, à l'autre bout du monde. Dans les Balkans, l'effondrement du communisme dans les années 1990 plongea l'Albanie dans le chaos. La chute de l'État, conjuguée à une corruption généralisée et à l'éclatement de systèmes pyramidaux qui ruinèrent des millions de personnes, créa un terreau fertile pour un nouveau modèle de crime organisé. De ce tumulte naquit une organisation criminelle qui finirait par surpasser les rebelles, non par une force ostentatoire, mais par la précision, la discrétion et une efficacité quasi corporative. La mafia albanaise, structurée autour de clans familiaux très unis, fonctionnait selon un code appelé BESA, signifiant confiance ou respect des promesses. Ces clans,
formaient des unités sociales impénétrables, où la loyauté était garantie par le sang, la tradition et l'honneur. Contrairement aux rebelles, dont la cohésion reposait sur l'allégeance personnelle à un chef et une identité culturelle partagée, la force des Albanais résidait dans le secret, la discipline et une exécution décentralisée. L'infiltration des forces de l'ordre, les trahisons internes et l'exposition publique représentaient des défis bien plus importants pour les motards hors la loi que pour ces syndicats claniques. Leur modèle économique était un modèle d'efficacité opérationnelle. Tandis que les gangs de motards se disputaient le contrôle des rues, les cartels albanais s'emparaient des marchés. La distribution de cocaïne devint un exercice d'intégration verticale. Au lieu de s'appuyer sur des intermédiaires en Europe, les groupes albanais nouèrent des relations directes avec les cartels colombiens, se procurant ainsi de la cocaïne de haute qualité à un prix dérisoire par rapport à leurs concurrents. Cette approche, stratégie d'entreprise classique appliquée au crime, leur permit de contrôler les chaînes d'approvisionnement, de maximiser leurs profits et de conserver un avantage concurrentiel. Leurs opérations étaient mondiales et coordonnées par des intermédiaires professionnels, avocats, comptables, agents immobiliers, plutôt que par la force brute et l'intimidation. Cette nouvelle forme de crime organisé était méconnaissable pour les rebelles. Le pouvoir ne se mesurait pas en motos ni en insignes, mais en logistique et en discrétion. Des maisons de banlieue vides se transformaient en serres de culture décentralisées. Des entreprises servaient à blanchir les profits. L'accès aux ports, les contrats de transport maritime et les sociétés écrans garantissaient la poursuite des opérations en toute impunité. Contrairement aux gangs de motards, ils n'avaient pas besoin d'affirmer leur domination par le spectacle ou la violence. Ils étaient partout et pourtant invisibles. Leurs opérations étaient chirurgicales, efficaces et d'une remarquable résilience. À la fin des années 2000, alors que les rebelles étaient absorbés par des guerres de rue avec le Rock Machine, les Albanais construisaient des infrastructures au vu et au su de tous. Des rapports de renseignement ont par la suite révélé des réseaux de culture de cannabis, d'importation de cocaïne et de blanchiment d'argent s'étendant de l'Europe à l'Australie. Le tout orchestré avec une précision que l'empire analogique des rebelles ne pouvait égaler. Là où les rebelles utilisèrent des patchs, les Albanais avaient des tableurs. Là où les rebelles organisaient des processions, les Albanais avaient des communications cryptées et des facilitateurs professionnels. Le contraste était saisissant. Les rebelles se battaient pour des gains immédiats et visibles. Territoire, réputation, domination. Les Albanais, à l'inverse, privilégiaient un avantage structurel à long terme. Chaîne d'approvisionnement, contrôle du marché et une invisibilité qui rendait l'intervention des forces de l'ordre difficile. Tandis que les gangs de motards investissaient massivement dans les armes, les locaux et les motos, les opérations albanaises tiraient profit de l'anonymat, de la technologie et des failles juridiques. Leur pouvoir était durable car invisible. Leur influence était mondiale et leur empreinte quasi indétectable. Ce nouveau paradigme a rendu obsolète le modèle traditionnel du crime organisé incarné par les rebelles. Dans un monde où les forces de l'ordre étaient de plus en plus sophistiquées et la surveillance de plus en plus intrusive, la visibilité est devenue un handicap. L'intimidation publique, les rixes générales et les défilés ostentatoires n'étaient plus des atouts, mais des faiblesses. La mafia albanaise avait compris les règles du XXIe siècle, avant même que les rebelles ne réalisent comme que la donne avait changé. L'essor de la mafia albanaise a également mis en lumière les limites des organisations fondées sur la loyauté. Si la cohésion des rebelles reposait sur l'allégeance personnelle à Alex Vela et sur la mythologie partagée du club, les clans albanais s'appuyaient sur des contrats sociaux contraignants, ancrés dans la famille et la culture.
Ainsi, même si une branche du réseau était compromise, le système pouvait continuer à fonctionner. Contrairement à une direction centralisée vulnérable à la destitution ou à l'exil, les opérations albanaises étaient résilientes, modulaires et autonomes. Lorsque les forces de l'ordre australiennes ont commencé à prendre conscience de la menace, les Albanais avaient déjà mis la main sur les véritables leviers du pouvoir criminel, les filières d'approvisionnement, les flux financiers et le contrôle du marché. Les rebelles, prisonniers de leur lutte passée pour la visibilité et la domination des rues, étaient mal préparés à affronter ce nouveau terrain de jeu. Leur modèle traditionnel de force brute et de solidarité ne pouvait rivaliser avec la précision, la discrétion et l'organisation de cette nouvelle espèce criminelle. L'histoire de la mafia albanaise n'est pas celle d'un spectacle grandiose, mais celle d'une évolution patiente et délibérée. C'est le récit d'une adaptation au chaos, de l'exploitation des failles, de la gouvernance et des forces de l'ordre, et de la construction d'un empire criminel taillé pour le monde moderne. Là où les rebelles incarnaient une forme de pouvoir analogique et visible, les Albanais symbolisaient un modèle numérique, invisible et régi par le marché. Et c'est dans cette évolution discrète que résidaient les germes de la chute finale des rebelles. L'émergence de cette nouvelle espèce criminelle a sonné le glas des rebelles. Les dinosaures analogiques du crime organisé australien allaient se retrouver face à un prédateur indomptable, invincible et impossible à soumettre par la peur. Il ne serait pas vaincu dans la rue, mais rendu insignifiant dans les salles de réunion, les entrepôts et les réseaux cryptés d'un monde souterrain mondialisé. L'empire qui jadis régnait en maître sur les routes australiennes allait bientôt découvrir que les règles du pouvoir avaient changé et que l'adaptation n'était plus une option. Les marchés remplacent le territoire, alors que les rebelles mesuraient leur force au nombre de rues qu'ils contrôlaient et aux gangs rivaux qu'ils intimidaient. La mafia albanaise opérait selon un principe bien différent: le contrôle du marché. Au début des années 2010, les Albanais avaient redéfini le crime organisé en Australie, démontrant que le pouvoir ne nécessitait plus ni visibilité ni violence, mais bien efficacité, stratégie et intégration mondiale. Dans le trafic de cocaïne, ce nouveau modèle s'est révélé avec une brutalité saisissante. Au lieu de s'approvisionner par l'intermédiaire d'intermédiaires ou de payer les prix exorbitants des grossistes européens, les syndicats albanais ont établi des relations directes avec la source, les cartels colombiens. Cette intégration verticale leur a permis d'acquérir de la cocaïne entre 4 000 et 5 500 $ le kilo, une fraction des 22 500 $ que leurs concurrents payaient via les réseaux traditionnels. Il en résultait un produit d'une pureté supérieure et à moindre coût. Une domination du marché que les rebelles et les autres gangs de motards ne pouvaient contester. Ils ne se disputaient plus les coins de rue ou les boîtes de nuit. Ils étaient tout simplement exclus du cœur même du crime organisé. La stratégie des Albanais ne se limitait pas à l'acquisition de produits. Ils diversifiaient leurs opérations, infiltrant des entreprises légitimes pour dissimuler leurs activités illégales et blanchissant leurs profits via l'immobilier, les produits de luxe et les instruments financiers. Chaque transaction était minutieusement calculée afin de minimiser les risques et de maximiser les gains. Tandis que les rebelles se livraient à l'extorsion, à l'intimidation publique et à un trafic de drogue ostentatoire, les opérations albanaises restaient quasiment invisibles, se fondant parfaitement dans l'économie légale. Surtout, cette approche axée sur le marché a permis aux organisations criminelles albanaises de survivre aux stratégies policières classiques. Alors que les gangs de motards pouvaient être démantelés par des descentes dans leurs locaux ou l'arrestation de leurs chefs, les opérations albanaises étaient modulaires. Si une cellule était compromise, le réseau continuait de fonctionner.
Les chaînes d'approvisionnement étaient protégées par un réseau complexe d'intermédiaires, de facilitateurs professionnels et par la corruption de hauts fonctionnaires dans les ports et les centres de distribution. L'influence de la mafia était invisible, efficace et résiliente, tout ce qui faisait défaut aux rebelles. À la fin des années 2000, le fossé était indéniable. Les rebelles, encore attachés à des tactiques traditionnelles de visibilité et de force, perdaient de l'influence, non pas à cause d'affrontements directs, mais parce que les Albanais avaient pris le contrôle des leviers économiques du crime organisé. On pouvait défendre les rues et fortifier les repères, mais la domination du marché était la condition sine qua non de la pérennité, de la rentabilité et, en fin de compte, de la survie. Les symboles traditionnels de pouvoir, défilés de motards, emblèmes exhibés et réputations de violence, étaient de plus en plus déconnectés de la réalité dans un écosystème criminel mondialisé. Le contraste culturel entre les deux groupes a accentué le fossé. L'identité des rebelles était liée à la fraternité, à la tradition et au spectacle. L'argent et le profit étaient importants, mais secondaires par rapport à la loyauté et à l'image. Les clans albanais, en revanche, privilégiaient l'efficacité et les résultats. La loyauté était codifiée par la Besa, un principe qui garantissait la confiance tout en permettant une certaine flexibilité opérationnelle. On attendait des membres qu'ils soient performants et que leurs objectifs soient atteints, et la hiérarchie était fonctionnelle plutôt que théâtrale. Cette différence de mentalité s'est avérée décisive. Les rebelles se battaient pour le territoire, la réputation et le respect. Les Albanais pour les marchés, les profits et l'influence. Ce changement de stratégie est devenu criant en Australie. Des groupes albanais contrôlaient la distribution de cannabis et de cocaïne dans les grandes agglomérations, établissaient des plantations clandestines en périphérie et s'appuyaient sur des réseaux internationaux pour sécuriser l'approvisionnement et la distribution. Leurs activités étaient dissimulées derrière des façades légales, sociétés immobilières, entreprises d'import-export et services professionnels qui les protégeaient de l'attention médiatique suscitée par les conflits très médiatisés des rebelles. Là où les rebelles exerçaient une influence considérable sur le plan public, les Albanais contrôlaient les structures. Même lorsque les forces de l'ordre tentaient d'intervenir, la différence de modèle était flagrante. Les descentes dans les repères des gangs de motards perturbaient temporairement leurs opérations, mais les réseaux albanais restaient largement intouchés. Leurs cellules étaient décentralisées, leurs profits blanchis et leur hiérarchie protégée de toute intrusion. De fait, les indicateurs traditionnels de la puissance des gangs, territoire, réputation et violence, ne permettaient plus de mesurer leur influence ni d'en prédire l'issue. Les rebelles combattaient un ennemi invisible, agissant selon une logique qui leur échappait. En définitive, l'histoire du remplacement du territoire par les marchés met en lumière une transformation fondamentale du crime organisé. Le véritable pouvoir s'est déplacé des rues vers les chaînes d'approvisionnement, de la force vers la stratégie, de la visibilité vers l'invisibilité. En s'emparant du marché, la mafia albanaise a rendu les méthodes traditionnelles des rebelles non seulement obsolètes, mais structurellement inopérantes. Le faste du cuir et du chrome ne pouvait plus rivaliser avec l'efficacité discrète des tableurs, des communications cryptées et de la logistique mondiale. Pour les rebelles, les conséquences furent brutales. Leurs atouts traditionnels, loyauté, visibilité et démonstration de force, se révélèrent insuffisants dans un monde où le véritable contrôle s'exerçait par le biais des marchés et de l'offre. Les rues qu'ils régnaient autrefois perdaient de leur importance. Les batailles qu'ils menaient pour se forger une réputation n'avaient aucune incidence sur les profits ou l'influence des Albanais. Dans le monde criminel émergent du XXIe siècle, la domination se mesurerait non plus à l'intimidation, mais à
l'efficacité opérationnelle et à la part de marché. Tandis que la mafia albanaise étendait son influence et perfectionnait sa stratégie, les rebelles restaient prisonniers d'un modèle analogique en voie de disparition. Les rues et les repères, jadis symboles de pouvoir absolu, représentaient désormais la vulnérabilité. La guerre de territoire avait aveuglé les rebelles face aux mutations structurelles du crime organisé, et lorsqu'ils s'en aperçurent enfin, il était trop tard. L'ère du hors-la-loi traditionnel touchait à sa fin, et celle des empires criminels invisibles, régis par le marché, avait commencé. Pourriture de l'intérieur. Tandis que la mafia albanaise consolidait discrètement son pouvoir de marché, les rebelles étaient aux prises avec une crise qu'aucun gang rival ne pouvait leur infliger: la désintégration interne. Pendant des décennies, le club avait prospéré grâce à la loyauté, à une identité partagée et au dévouement aux idéaux de Santos, la fraternité. Ses membres étaient unis par une allégeance personnelle à Alex Vela et par une mythologie culturelle fondée sur la visibilité, le territoire et la domination publique. Mais à la fin des années 2000, le tissu de cette fraternité commençait à se déliter. Les changements générationnels ont engendré des tensions au sein de l'organisation. Les jeunes membres, souvent recrutés directement en prison, étaient moins attirés par l'idéal de liberté hors la loi que par l'appât du gain rapide et la quête d'un statut social élevé. C'étaient les motards Nike, une expression forgée par les criminologues pour décrire une nouvelle catégorie de membres, opportunistes, vénalisés et privilégiant le profit immédiat à la loyauté. Contrairement aux membres plus âgés, attachés à la réputation, au rituel et à la cohésion à long terme, les motards Nike mesuraient leur succès à l'aune des flux financiers, des avantages personnels et de l'exploitation des ressources du club. L'impact sur la structure des rebelles fut profond. La hiérarchie, forgée par des décennies de loyauté personnelle, était désormais minée par l'intérêt personnel. Les conflits internes concernant l'argent, le territoire et les décisions de commandement se multiplièrent. Les chapitres, qui jadis coordonnaient leurs efforts sans faille sous l'autorité centrale de Vela, devinrent des champs de bataille où s'entremêlaient méfiance et rivalité. Les membres de rang inférieur savaient que la loyauté n'était plus absolue. L'allégeance était devenue conditionnelle, une monnaie d'échange plutôt qu'un engagement indéfectible. Ce changement générationnel coïncida avec une période de distraction stratégique. Les guerres incessantes contre des rivaux comme la Machine de Pierre et les Mongols avaient épuisé les ressources, l'attention et coûté des vies. La direction, débordée, s'efforçait de maintenir son emprise publique tout en gérant des membres de plus en plus agités et individualistes. À bien des égards, la culture des rebelles, jadis une force, devint une faiblesse. Les valeurs qui avaient inspiré des décennies d'unité, visibilité, spectacle et loyauté ne correspondaient plus aux motivations des nouveaux membres, créant un désaccord interne qui allait s'avérer fatal. Les premiers signes de désillusion massive sont apparus au début des années 2010. Des rapports des forces de l'ordre et de criminologues indépendants décrivaient des sections où les conflits internes s'intensifiaient. Les membres critiquaient ouvertement la direction, remettaient en question l'affectation des fonds et allaient jusqu'à refuser d'obéir aux ordres. Les rituels, autrefois sacrés, étaient ignorés ou tournés en ridicule. La cohésion psychologique qui avait uni les rebelles pendant des décennies s'effritait, rendant l'organisation vulnérable non seulement aux menaces extérieures, mais aussi à un effondrement interne. En 2024, les divisions atteignirent un point de non-retour. En Australie occidentale, la section locale, se sentant abandonnée durant sa lutte contre les Mongols et frustrée par la direction nationale de Damien Vela, atteignit un point de non-retour.
Karl Labrouck, membre du club depuis 25 ans et dirigeant très respecté de la section d'Australie occidentale, interpella la direction sur des questions d'intégrité, de répartition des ressources et de loyauté. La réaction fut catastrophique. Labrouck, accompagné d'une trentaine de membres, démissionna en bloc. Il s'agissait de bien plus qu'une simple perte de personnel. C'était une implosion symbolique et structurelle. La culture de loyauté des rebelles s'était érodée de l'intérieur. Les principes mêmes qui unissaient autrefois l'organisation étaient désormais la cause de son effondrement. Des membres qui avaient consacré des décennies au club ont fait défection pour rejoindre des gangs rivaux, notamment les Comancheros, dans des actes qui auraient été impensables 10 ans auparavant. Des sections entières se sont dissoutes, laissant un vide que les rebelles ne pouvaient combler. La corruption interne n'a pas seulement affaibli les capacités opérationnelles, elle a érodé l'identité du club. L'image autrefois redoutée des rebelles, les écussons, les motos, les démonstrations publiques de force, a perdu tout son sens lorsque les membres qui l'incarnaient l'ont abandonné. Sans cohésion, sans loyauté et sans autorité centrale, les rebelles sont devenus une coquille vide et fragmentée. La domination publique ne pouvait compenser l'effondrement interne. Le moment de ce déclin fut crucial. Tandis que les rebelles perdaient leur cohésion, la mafia albanaise et d'autres organisations criminelles modernes étendaient leur emprise sur le marché, profitant à la fois de la désorientation des rebelles et de leur instabilité interne. Le contraste était saisissant, une organisation disciplinée, guidée par le marché, exploitant discrètement les opportunités, tandis que l'empire analogique du cuir et du chrome s'effondrait sous le poids de ses propres contradictions. En fin de compte, l'histoire de la déliquescence interne des rebelles est une mise en garde contre la fragilité des organisations fondées uniquement sur la loyauté personnelle et une mythologie culturelle. Le club qui, jadis, inspirait la terreur sur les routes australiennes, ne s'est pas effondré sous la pression d'une puissance de feu supérieure, ni par des attaques publiques, mais par l'érosion lente et inexorable de la confiance, la montée en puissance de membres opportunistes et l'incapacité de la direction à s'adapter à l'évolution des motivations. C'était un mal chronique qu'aucun spectacle violent ne pouvait guérir. Lorsque des forces extérieures sont intervenues, les rebelles étaient déjà exsangues. Leur infrastructure, jadis redoutable, s'était affaiblie. Leurs sections étaient divisées. Leur loyauté était devenue intéressée. La mafia albanaise, nouveau prédateur du milieu criminel, n'aurait même pas besoin de les affronter directement pour asseoir sa suprématie. Cet effondrement interne avait préparé le terrain à une extinction silencieuse, une décomposition de l'intérieur qui rendait le coup de grâce inévitable. La guillotine bureaucratique. Alors même que la corruption interne rongeait les rebelles de l'intérieur, une force extérieure se préparait à lancer une frappe qui rendrait leur pourrissement interne catastrophique. Contrairement aux raids explosifs ou aux guerres de rue sanglantes auxquelles ils étaient habitués, il s'agirait d'une manœuvre chirurgicale et bureaucratique. Une décapitation de l'organisation sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La cible était Alex Vela, le faucon maltais, figure emblématique dont l'autorité avait permis aux rebelles de prospérer pendant plus de 40 ans. Le leadership de Vela était à la fois la plus grande force du club et sa faiblesse fatale. Son charisme, sa détermination et son emprise sur les sections à travers le pays le rendaient indispensable. Sous son autorité, l'Empire des rebelles, qui comptait plus de 70 sections et des milliers de membres, fonctionnait avec une cohésion remarquable, malgré le chaos et la violence inhérents à la culture des motards, hors la loi. Vela était le pilier central. Sa seule présence garantissait la discipline, la loyauté et l'unité. L'écarter, c'était risquer l'implosion
de l'organisation. Cette opportunité s'est présentée en juin 2014. Alex Vella se trouvait alors en visite à Malte, son pays natal où il s'était réfugié pour des raisons personnelles et familiales. Durant son absence, le gouvernement australien, sous l'égide du ministre de l'Immigration de l'époque, Scott Morrison, a pris une décision radicale. Son visa de résident a été annulé pour raison de moralité. Après près d'un demi-siècle passé en Australie, Vella se voyait désormais interdire officiellement le retour du pays. Son exil était absolu, définitif et juridiquement incontestable. Pour une organisation qui reposait sur l'allégeance personnelle à un seul chef, les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Damien Vella, le neveu d'Alex, assuma la direction nominale, mais la transition fut houleuse. Damien n'avait ni le charisme ni l'autorité de son oncle. Les sections qui autrefois obéissaient aux ordres sans broncher se mirent à débattre des directives, à contester les décisions et à privilégier leurs intérêts personnels à la loyauté collective. La hiérarchie, si soigneusement maintenue, s'effondra presque du jour au lendemain. La culture des rebelles, fondée sur l'autorité centralisée de Vella, était mal préparée à survivre à son départ. Pendant des décennies, les membres avaient suspendu leur jugement, réglé leurs différends et maintenu leur unité grâce à la présence du faucon maltais. Avec sa disparition, ces mécanismes s'évanouirent. Des griefs anciens, longtemps refoulés, refirent surface. Les chapitres devinrent autonomes, les rivalités s'exacerbèrent et la discipline interne s'affaiblit. Sans figure unificatrice, les rebelles n'étaient pas seulement sans chef, ils étaient à la dérive. L'impact psychologique sur les membres fut tout aussi profond. Nombre d'entre eux avaient identifié leur pouvoir et leur identité à la figure centrale d'Alex Vella. Le perdre revenait à perdre l'âme même de l'organisation. La loyauté, jadis indéfectible, devint fragile. Les membres se demandaient si leur allégeance aux rebelles avait encore un sens et si les risques encourus l'emportaient sur les avantages. Cette incertitude provoqua des défections, des démissions en masse et, dans certains cas, des trahisons pures et simples. L'Australie occidentale, région abritant l'une des sections les plus actives et respectées, fut la première victime majeure. Karl Labrouk, son chef depuis 25 ans, était frustré depuis longtemps par ce qu'il considérait comme un manque de soutien de la direction nationale. Avec l'exil d'Alex Vella, Labrouk voyait l'organisation sans cap. Il en résulta une rupture brutale. Labrouk, accompagné d'une trentaine de membres, démissionna en bloc. Plus choquant encore, nombre de ces transfuges rejoignirent des rivaux de longue date, notamment les Comancheros. L'image du club, jadis synonyme de loyauté et de domination territoriale, fut irrémédiablement brisée. Cette décapitation a également mis en lumière une vulnérabilité critique du modèle de pouvoir analogique. Les rebelles s'appuyaient sur une figure centrale pour assurer la cohésion, l'application de la loi et la supervision opérationnelle. Si cette autorité centralisée leur avait permis de maintenir le contrôle pendant des décennies, elle constituait un point de défaillance unique. Les forces de l'ordre moderne, conscientes de ce risque, n'avaient pas besoin de s'engager dans des guerres de gangs prolongées, ni dans une surveillance sophistiquée. En éliminant le faucon maltais, elles avaient frappé au cœur même de l'ADN organisationnel des rebelles. Partout en Australie, l'effet fut immédiat et total. Les sections de Canberra, Sydney et Melbourne subirent une déstabilisation similaire. Les membres qui avaient jadis scrupuleusement respecté le code de conduite des rebelles mirent désormais en doute leur engagement. Les écussons furent rendus, les allégeances changèrent et la présence publique de l'organisation commença à décliner. Les rues, qui résonnaient autrefois du vrombissement des motos des rebelles, devinrent plus silencieuses. L'Empire,
déjà affaibli par la déliquescence interne et les distractions stratégiques, devait désormais faire face aux conséquences irréversibles de la perte de son autorité centrale. Cette élimination bureaucratique, exécutée avec une précision juridique implacable, fut une leçon de stratégie policière moderne. Elle démontra qu'au XXIe siècle, l'effondrement d'une organisation ne nécessite ni armes à feu, ni explosifs, ni course-poursuite à grande vitesse. Parfois, un simple acte administratif, une décision en matière d'immigration, peut accomplir ce que des décennies de raids et d'arrestations n'ont pu réaliser. En s'attaquant aux leaders, les autorités ont exploité la faiblesse structurelle des rebelles, créant un vide de pouvoir qu'aucun successeur ne put combler. Alex Vela, le roi exilé d'un empire qu'il avait bâti de toutes pièces, se retrouvait désormais impuissant. À des milliers de kilomètres de là, à Malte, il assistait à la désintégration d'un monde qu'il avait façonné pendant 4 décennies. Son exil n'était pas seulement personnel, il symbolisait l'obsolescence du modèle analogique centré sur le chef. Les Pato rebelles, jadis les prédateurs dominants du paysage criminel australien, étaient désormais la proie des nouvelles règles du pouvoir, tant interne qu'externe. La machine bureaucratique avait fait son œuvre. Les rebelles étaient sans chef, fragmentés et vulnérables. Leur gangrène interne, conjuguée à l'invisibilité stratégique des syndicats rivaux, a préparé le terrain pour les derniers chapitres de l'effondrement de l'un des empires de hors-la-loi, les plus emblématiques de l'histoire australienne. Le piège numérique. À la fin des années 2010, les rebelles, à l'instar d'une grande partie du crime organisé international, tentaient de s'adapter à l'ère numérique. Le monde analogique des échanges en face à face, des repères et des réunions physiques laissait place aux plateformes de messagerie cryptée. Ce qui avait jadis fait la force des rebelles, leur capacité à opérer ouvertement, à intimider leurs rivaux et à fidéliser leurs membres par leur présence, était devenu un handicap. Le monde du crime exigeait discrétion, rapidité et secret, et les rebelles peinaient à s'adapter. En 2018, le paysage criminel mondial a connu un bouleversement majeur. Phantom Secure, l'une des plateformes de communication cryptée les plus utilisées par les criminels du monde entier, a été démantelée par le FBI. Son PDG a été arrêté, ses serveurs saisis et des milliers de criminels, notamment des gangs de motards hors la loi, des syndicats albanais et d'autres groupes du crime organisé, se sont retrouvés soudainement privés de communication. La panique s'est emparée du milieu. Comment des opérations d'envergure pouvaient-elles se poursuivre sans moyens de communication sécurisés? Saisissant une opportunité sans précédent, les forces de l'ordre ont élaboré un plan audacieux. Plutôt que de tenter de pirater ou d'infiltrer les plateformes existantes, elles ont décidé de créer la leur. Un réseau crypté sur mesure, apparemment impénétrable pour les criminels, mais offrant aux autorités une visibilité totale. Cette opération a été baptisée Anom, un cheval de Troie numérique conçu pour exploiter la confiance aveugle du milieu criminel envers la technologie. La plateforme était d'une simplicité trompeuse. Des appareils Android personnalisés, dotés d'un système d'exploitation modifié et dépouillé de ses fonctions habituelles, étaient distribués. L'application de messagerie cryptée était dissimulée derrière une interface de calculatrice. Les utilisateurs étaient amenés à croire qu'ils avaient accès à un réseau sécurisé et exclusif. En réalité, chaque message envoyé via Anom était secrètement copié sur un serveur des forces de l'ordre, permettant ainsi une surveillance en temps réel de l'activité criminelle mondiale. Les criminels pensaient avoir trouvé le salut, mais ils étaient tombés dans un piège mortel. Le déploiement du système reposait sur la confiance et l'influence au sein du milieu criminel. Hakan Aik, un fugitif et trafiquant de drogue australien de haut rang, associé aux Comancheros,
fut recruté à son insu comme principal distributeur de la plateforme. Son soutien, considéré par le crime organisé comme un gage de crédibilité, permit à Anom d'infiltrer même les réseaux les plus secrets. Les rebelles, en quête désespérée de communication sécurisée, furent parmi ceux qui adoptèrent le système, persuadés qu'il protégerait leurs opérations des contrôles policiers. En 2021, la plateforme avait atteint une masse critique. Des dizaines de milliers d'appareils étaient actifs dans plus de 100 pays, utilisés par plus de 300 organisations criminelles, dont les vestiges de l'empire des rebelles. Pour ces derniers, Anom représentait une bouée de sauvetage, un moyen de coordonner leurs sections dispersées, de gérer leurs opérations de trafic de drogue et de conserver un certain contrôle sur un monde qu'ils ne dominaient plus. Pourtant, l'outil même sur lequel ils comptaient allait précipiter leur chute. L'opération Iron Seed, nom de code donné par les forces de l'ordre à cette campagne de surveillance, était d'une ampleur et d'une sophistication sans précédent. Les analystes du FBI et de l'ASFP ont surveillé des millions de messages, interceptant des conversations concernant des trafics de drogue, du blanchiment d'argent et même des complots d'assassinat. Les rebelles, ainsi que leurs rivaux albanais et d'autres organisations criminelles, s'exprimaient librement, persuadés que leur communication était sécurisée. Leur conviction d'invisibilité a finalement causé leur perte. Les conséquences pour les rebelles furent immédiates et dévastatrices. Déjà fragilisés par des dissensions internes et l'exil d'Alex Vela, ils furent mis au jour grâce à Anom, qui permit aux autorités d'observer la structure précise de l'organisation. Hiérarchie, flux financiers, chaînes d'approvisionnement et conflits internes furent ainsi révélés au grand jour. Les forces de l'ordre purent constater en temps réel les fractures créées par les motards de Nike, les défections massives et la baisse de loyauté, préparant ainsi le terrain pour des arrestations et des descentes ciblées. En Australie, l'opération Ironside a culminé en juin 2021. Plus de 4000 agents ont mené des raids simultanés à travers le pays, ciblant des locaux, des résidences de banlieue et des entreprises liées aux rebelles. Des centaines de mandats de perquisition ont été exécutés, des armes à feu confisquées, de l'argent saisi et des membres importants arrêtés. Pour les rebelles, l'illusion de contrôle s'est brisée. Le réseau sécurisé sur lequel ils comptaient n'était en réalité qu'un miroir sans teint contrôlé par les forces de l'ordre. Tous leurs plans, tous leurs secrets, toutes leurs communications privées ont été exposés. L'impact psychologique fut tout aussi profond. Les membres qui se faisaient une confiance aveugle découvrirent alors que la plateforme sur laquelle ils s'appuyaient pour se coordonner les avait trahis. Les liens de loyauté et de fraternité, déjà fragilisés par la désintégration interne et le vide du leadership, s'effondrèrent sous le poids des preuves que leurs actions étaient surveillées en temps réel. La culture analogique des rebelles, fondée sur la force visible, la loyauté et l'intimidation, était sans défense face aux prédateurs invisibles et numériques. À la fin de l'opération, les rebelles étaient paralysés. Des sections se sont dissoutes, des membres influents ont été emprisonnés ou ont rejoint des groupes rivaux, et l'écusson, jadis redouté, a perdu toute valeur symbolique. L'opération d'infiltration d'Anom n'a pas seulement perturbé les opérations, elle a détruit la confiance, fondement même du club. Les dinosaures analogiques du milieu criminel australiens ont été déjoués non par les balles ou leurs repères, mais par des messages cryptés, des serveurs invisibles et la précision d'une coalition internationale des forces de l'ordre. Le piège numérique illustre une leçon fondamentale de la criminalité moderne. La visibilité n'est plus synonyme de pouvoir, c'est l'invisibilité qui l'est. Les rebelles, qui avaient prospéré dans un monde de spectacle, ont disparu dans un monde de furtivité.
Leur chute était totale, accélérée par une technologie qu'ils croyaient salvatrice. L'ère analogique du cuir, du chrome et de la domination territoriale était révolue, et le prédateur numérique, mondialisé et efficace, avait déjà conquis le terrain. L'extinction dans le silence. À la mi-2021, les rebelles n'étaient plus un empire redoutable, mais un vestige d'une époque révolue. Des décennies de visibilité, de loyauté et de domination territoriale qui avaient jadis constitué leur plus grand atout étaient devenus des handicaps. La déliquescence interne, le passage d'une génération à une loyauté intéressée et l'exil d'Alex Vela avaient aminé le club de l'intérieur. L'opération Ironside porta le coup de grâce, révélant au grand jour tous leurs secrets, tous leurs plans et toutes leurs failles. Les sections se sont dissoutes, des membres ont fait défection pour rejoindre les rangs rivaux, et la marque qui avait jadis terrorisé les routes a perdu toute signification. Le cuir et le chrome des rebelles, leurs couleurs et leurs écussons emblématiques sont devenus des symboles non de pouvoir, mais d'obsolescence. Là où ils avaient jadis mesuré leur autorité par l'intimidation publique, les motos et les démonstrations de violence, ils se trouvaient désormais confrontés à un monde où le pouvoir était silencieux, efficace et invisible. Leur modèle analogique de crime organisé ne pouvait survivre dans les réseaux numériques, de type entreprise, qui l'avaient remplacé. Entre-temps, la mafia albanaise et d'autres organisations criminelles modernes se sont adaptées et ont survécu. Organisées en clans, décentralisées et axées sur la domination du marché, leurs opérations ont tiré les leçons de l'effondrement des rebelles. En privilégiant la discrétion, l'efficacité et l'intégration mondiale, elles ont su résister à la fois à la désintégration interne et aux interventions des forces de l'ordre. Les dinosaures d'antan avaient disparu, mais les nouveaux prédateurs prospéraient, prouvant que la survie ne dépendait pas du spectacle, mais de l'adaptabilité et de la discrétion. La chute des rebelles ne fut ni une guerre spectaculaire, ni un affrontement final. Ce fut une extinction silencieuse, une disparition progressive de leur influence, de leur structure et de leur identité. Les rues qu'ils contrôlaient, les repères qu'ils défendaient et la réputation qu'ils projetaient n'étaient plus que des ruines. Alex Vela, exilé à Malte, demeurait le roi symbolique d'un royaume disparu. Au final, l'histoire des rebelles est une chronique de transition. Elle démontre qu'au XXIe siècle, le véritable pouvoir ne s'affiche pas à coups de gilets de cuir ou de motos vrombissantes, mais s'exerce par le biais des marchés, des réseaux mondiaux et de la furtivité. Les rebelles n'ont pas perdu une bataille. Ils ont été dépassés par un changement de paradigme. Leur disparition est un avertissement. L'ère de la domination analogique est révolue, remplacée par des empires criminels invisibles, efficaces et rationalisés. Le grondement qui résonnait jadis sur les autoroutes australiennes s'est éteint à jamais, ne laissant place qu'au silence d'un empire disparu.